Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour animer ce débat. Je m'appelle Annie Lemoine, je suis journaliste et nous avons un plateau de choix. Laissez-moi présenter vos invités, nos invités. Il y a à côté de moi Myriam Vergès, bonjour. Vous êtes directrice commerciale France du groupe venteprivée.com, qu'on ne présente plus. À vos côtés, Julien Morel, bonjour. Vous êtes, vous, directeur commercial de Nespresso France. Encore un autre secteur d'activité, puisque votre voisin Florent Huil est, lui, directeur commercial du groupe La Poste, branche service courrier colis. Et puis, juste au bout de ce plateau, il y a quelqu'un qui va nous regarder, nous orienter, nous écouter. Annabelle Heurt est professeure dans une école dont on parle beaucoup en ce moment, l'EM Lyon. Elle a été aussi une directrice commerciale et elle est coach, travaille sur des nouveaux projets en interne, en externe pour développer cette fonction et réfléchir à ce que c'est que l'intelligence commerciale. Et j'ai envie de commencer par vous parce que nous sommes ensemble pour 45 minutes, autant dire que c'est un débat qui va passer rapidement. Alors, entrer en matière rapide, directe, pour vous, qu'est-ce que c'est que l'intelligence commerciale? Peut-être une définition. Et puis, comment vous avez vu évoluer ce métier de directeur commercial ces dernières années? Annabelle. Alors pour moi, l'intelligence commerciale, je crois que c'est que les entreprises voient, comprennent et intègrent ce qui se passe dans le monde et dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, qui est un environnement en pleine évolution, permanente, notamment par la digitalisation. C'est effectivement le fer de lance de cette mouvance, avec bien évidemment Internet, qui a considérablement modifié le fonctionnement à la fois des entreprises en cours, mais surtout, je dirais, des clients. C'est-à-dire que nos clients ne sont absolument plus les mêmes qu'avant. On est loin du face-à-face habituel qu'on a connu. Aujourd'hui, le client, il est omnicanal. Il est Internet à fond, et qu'avant même d'aller vous voir pour acheter un produit ou un service, il va aller sur Internet, il va aller regarder ce qui se vend, ce qu'il peut trouver, il va trier l'information, il va la comparer, parfois même il va aller jusqu'à l'acte d'achat, parfois on le verra, il va venir quand même en entreprise, mais c'est un client qui est riche d'informations. Est-ce qu'on peut dire qu'il est devenu un expert? Il est devenu un expert. Parfois même, on peut le lire dans certains sondages, plus expert que finalement notre vendeur. Parce que notre vendeur, il est resté dans son schéma un petit peu habituel et il n'a pas forcément soit eu la curiosité, soit été poussé en interne par l'entreprise à aller chercher plus d'informations et à être curieux et à aller aussi voir sur Internet. Il est dans son point de vente, sauf que son point de vente, il a aussi une distribution effectivement Internet. Est-ce que le vendeur a été voir ce qui se vendait sur Internet? Est-ce que c'est la même chose qu'en magasin? C'est pas toujours évident. Donc notre client expert, on le contente plus du tout de la même manière, et on a tous connu effectivement notre commercial très attaché aux techniques de vente. On a tous entendu parler des techniques de vente. J'ai un contact, j'ai une découverte client, j'ai un argumentaire, je traite les objections, je conclue ma vente. Aujourd'hui, je pense que ce modèle est complètement dépassé, et l'intelligence commerciale, elle est là aujourd'hui. C'est mon entreprise, elle doit comprendre qu'on n'en est plus à ce niveau de relation avec le client, mais que le client aujourd'hui, il attend une avalisation de son choix, il attend un conseil, il attend des informations autres, notamment sur un achat de forte valeur ajoutée, mais la vente de tous les jours. J'ai un chiffre qui me semblait intéressant de vous donner, notamment en B2B. 59% aujourd'hui des clients en B2B estiment ne plus avoir besoin d'un commercial, d'un vendeur pour faire ses achats. 93% d'entre eux passent une commande sur les achats classiques directement sur Internet sans ne plus faire appel à l'entreprise. Donc c'est une vraie problématique. Donc on a dépassé le moment peut-être de déstabilisation, et maintenant on est quand même dans une autre phase où on se comporte différemment vis-à-vis du client. On se comporte différemment, et il faut vraiment pousser les entreprises à travailler effectivement cet aspect vente, relation client. Tout à l'heure, on a entendu parler de fidélisation, si je rebondis sur le concours CNC avec Alban à la fin, qui nous parlait effectivement de la fidélisation. Il nous posait la question, est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez une carte de fidélité? On ne s'en souvient pas. Moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous savez combien de cartes de fidélité vous avez dans votre portefeuille? Alors, on a en général les hommes, c'est assez zéro. Les femmes, c'est un petit peu plus non. Elles sont sur le téléphone. Vous en avez combien? 20? 30? Une trentaine. Est-ce qu'un client qui a 30 cartes de fidélité est un client vraiment fidèle? Et là, je m'interroge. Alors, Julien, les femmes et les hommes n'ont pas le même comportement vis-à-vis de la fidélité, peut-être?
en plus, il y a une belle parité sur le plateau et on ne va pas dévier, c'est pas le sujet. Ça dépend peut-être si on parle d'affaires ou d'amour. Exactement. Mais il peut y avoir des ponts et des passerelles. Julien Morel, revenons sérieux 3 secondes. Vous êtes donc directeur commercial de Nespresso, avec un parcours bizarre d'ailleurs, en 2 mots, puisque c'est vous qui le qualifiez de bizarre, vous êtes un centralien. Donc qu'est-ce qu'il y a de si attachant dans la fonction de directeur commercial pour que vous y soyez tombé dedans, passionnément ? Dans le terme intelligence commerciale, intelligence collective, moi ce sur quoi je voulais inciter, c'était sur le collectif. Oui. Et quand on insiste sur le collectif, au final, quand on regarde une chaîne de valeur, alors on a la chance chez Nespresso d'avoir un modèle assez unique qui maîtrise toutes les étapes de la chaîne de valeur, du champ de café, de la ferme de café jusqu'au client final. Ouais. Ce qui est très important, c'est de s'assurer que la relation, quelle que soit l'étape dans la chaîne où on est, elle est optimisée et que le collectif, du coup, il est au bénéfice d'une mission. Chez nous, la mission, c'est l'expérience client au final pour le consommateur. Ouais. Elle est positive. Et donc, du coup, en touchant à ça, moi, je suis rentré par la supply chain en étant ingénieur. Du coup, ouais. La relation client, le service client, ça m'a amené assez naturellement vers le commerce. Parce que dans une entreprise qui fait de la relation directe avec ses clients finaux, la dernière étape qu'est le commerce, c'était un des maillons de la chaîne supply chain dont je m'intéressais. Alors, je crois que vous vouliez être un joueur de foot professionnel. C'est ça. Il est encore temps, je pense. Ed Zidane. Vous avez quel âge, pardonnez-moi? Je pense que c'est trop tard. Il y a quelques joueurs. Il y a un joueur de Ligue 1 qui est plus âgé que moi et qui est. Donc c'est encore possible. Hilton, pour ceux qui connaissent. Voilà. Non, et sérieusement, vous faites le parallèle souvent entre l'équipe, les vertus du collectif, l'animation d'une équipe sportive et d'une équipe de vente. Vous êtes le collectif. Alors encore plus après ce que vous avez dit sur ce qu'on entend souvent sur la révolution digitale. Oui. En fait, ce qu'on pense chez Nespresso, en tout cas ce qu'on essaye d'incarner, c'est que c'est pas la révolution digitale, c'est pas une révolution technologique pour nous, c'est une révolution relationnelle. Ces nouveaux outils, ces nouveaux canaux, ils doivent nous faire repenser la façon dont on entre en relation, non seulement avec ses clients finaux, et donc notre modèle il est très privilégié pour ça, et on a beaucoup de chance d'être en contact direct avec nos clients finaux, on veut protéger ça, mais non seulement aussi, et c'est sans doute là où il y a le plus de travail à faire aujourd'hui dans les entreprises, et en particulier aussi chez nous, dans la relation entre collaborateurs les uns avec les autres. C'est-à-dire s'occuper de soi d'abord, de l'interne, pour pouvoir être meilleur avec les autres, et notamment dans le plan de B2B exactement, que vous développez en ce moment. Alors, du coup, une illustration de ça, c'est que on s'est rendu compte chez Nespresso, en particulier en B2B, ce qui est la division dont je m'occupe, que les commerciaux qui étaient en contact direct avec les clients, j'ai plus de 150 commerciaux sur le terrain au contact en particulier des entreprises, en particulier les vôtres, donc n'hésitez pas à venir me voir après. Au passage, c'est bien, vous avez raison. En fait, ils sont pas suffisamment efficaces. Ils font pas assez de rendez-vous. Alors, on peut le traiter comme on pouvait le traiter peut-être dans les entreprises de l'âge d'avant, en disant, en leur tapant dessus et en disant, faut faire plus de rendez-vous, il faut être plus efficace. Donc, essayer de faire de l'incantation. Ou alors, on peut s'intéresser au processus. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont moins efficaces en bout de chaîne? Et on s'est aperçu qu'ils étaient moins efficaces parce qu'il y avait beaucoup de perturbations, de bruit de fond, de gâchis dans nos processus qui leur gâchait la vie, des erreurs de livraison, des erreurs de réparation, et donc du coup, le contact étant direct, le client il appelle son commercial, et le commercial il passe aujourd'hui 30 à 40% de son temps à régler des problèmes qui ne sont pas de son fait, mais dont il se sent évidemment 100% concerné. Donc pour traiter ça, ce qu'on va essayer de faire, en se dotant, par exemple, Google nous a beaucoup inspiré sur ça, c'est marrant qu'on soit là aujourd'hui, c'est qu'aux États-Unis, quand ils ont un problème comme ça de processus, ils font pas comme on fait en Europe ou en particulier aussi en France, en tout cas comme on fait aussi chez Nespresso. On ne crée pas de groupe projet. Nous, on crée un groupe projet. On va dire, voilà, on a une mission, on va réunir des gens autour d'une table et on va faire plein de réunions. La moitié des gens en réunion vont regarder leur email ou leur PC, et puis on va faire des comptes rendus de réunion, et puis aux États-Unis, ils nomment des hackers. Des hackers, carrément. Il dit, on a un problème, on va hacker le problème. Donc il crée une hacking zone, donc il donne une salle, il dit voilà, ça c'est la hacking zone, ils font beaucoup ça chez Google par exemple. Cette salle-là, il y aura 7 hackers, les hackers, ils font ça à l'américaine, ils ont des pins où il y a le hacker bidule, donc c'est les stars de l'entreprise pendant 6 mois, et pendant 6 mois, ils sortent pas de la salle tant que le problème n'est pas résolu.
Et donc, vous vous apprêtez à faire ça? Alors on va faire ça en B2B, on ouvre un nouveau plateau, un nouveau siège social pour l'ensemble des équipes B2B qui travaillent sur la chaîne de valeur, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de problèmes d'interface, en fait, de coordination entre les équipes. Et le B2B, c'est une partie qui est montante, mais qui est plus petite dans le business global de Nespresso. Donc dans chaque département, on avait quelques collaborateurs qui faisaient du B2B, mais chacun dans leur département respectif avec un agenda qui est plutôt un agenda de B2C. On les prend tous sous ma houlette, sans changer les rapports hiérarchiques, mais on les met tous sur un plateau commun de 1200 mètres carrés porte de Versailles, et puis on va leur dire, voilà, le problème il est là, on n'est pas assez bon, on a un niveau de service qui n'est pas forcément au niveau aujourd'hui de la qualité de nos services en B2C et de la qualité de nos grands crus de café. Du coup, on a 3 ans pour résoudre tous les problèmes qui s'offrent à nous. On va le prendre en processus, on a pris un bail de 3 ans, et dans 3 ans ce sera réglé. Oui, donc c'est une intelligence collective qui s'exprime au travers de hackers et de nouvelles... Oui, parce que c'est rarement un département qui est responsable. Quand on a un problème client, en fait, c'est une responsabilité souvent de processus. Et aujourd'hui, si on ne le traite pas en processus, on n'arrivera pas à régler le problème. Alors je voudrais que votre voisin, Florent Huil, s'exprime là-dessus. Comment est-ce que l'intelligence collective, justement, s'exprime dans votre entreprise, au sein de votre groupe? Nous, on avait une difficulté de process. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Julien. Et on s'est inspiré de la méthode Lean Management pour progresser. Alors, on avait beaucoup de gestes qui n'étaient pas correctement faits, et on voit d'ailleurs dans le petit jingle qui était fait, c'est qu'il faut de la précision dans la compétence et le geste apporté. Et donc, l'objet, c'était comment bien réussir du premier coup le geste pour ne pas avoir à le refaire. Alors, ce qu'on a choisi de faire, c'est de travailler d'abord sur la ligne managériale, les chefs de vente, managers, et de se dire, il y a un certain nombre de basiques, de gestes incontournables, sur lesquels il va falloir se roder et les faire le mieux possible du premier coup. Et pour ça, on va travailler un certain nombre de standards. On l'a fait de manière collective. En général, c'est ce qu'on faisait. On faisait des classeurs, on descendait les classeurs, on faisait une convention, on se donnait un peu d'élan, et on se disait, ça va marcher. Et puis 6 mois ou 9 mois après, on commençait à avoir des dérives. Et puis 1 an après, on n'osait même plus s'en parler parce qu'on savait bien que ça avait complètement dérivé. Donc, partant de cet enseignement-là, on s'est dit, il faut qu'on fasse autrement. On construit les standards. Et surtout, au moment où on va les mettre en place, on va être très attentif à la méthode pour soigner les dérives. Et on s'est inspiré donc du Lean Management, avec en particulier cette idée que quand il y avait dérive, en général, nous à la Poste, on se réunit, on fait un groupe de travail, ça on est assez bon, je te rejoins là-dessus. Mais surtout, le groupe très vite est dans la solution. On est après 1 heure un peu de café du commerce, de commentaires sur la dérive, de assis à pourquoi. On est très vite dans voilà ce qu'il faut faire. On prend le paperboard et on fait le plan. Et ce qu'on a souhaité là, c'est vraiment aller au fond des causes racines, avec une méthode que je vous recommande tous, qui est les 5 pourquoi, un premier pourquoi, un deuxième pourquoi, un troisième pourquoi, et vraiment aller au fond. Et en allant ainsi au fond, on se donne plus de chance, alors avec aussi une méthode de résolution de problèmes sous forme de A3, enfin en s'inspirant de ce qu'a fait l'automobile avec les méthodes Lean Management, pour que collectivement, on réussisse à corriger et à revenir au standard. Et finalement, en travaillant ainsi, on a acquis un peu la conviction que ce n'est pas le standard qui est intéressant. Finalement, surtout qu'on avait permis aux équipes locales de casser le standard et de les réécrire et de se mettre leurs propres objectifs. Ce qui est intéressant, c'est le chemin par rapport à la dérive, se dire comment on revient au bon standard, au bon geste. Et le fait que les équipes puissent se mettre en route sur comment je traite ces dérives et comment je suis en résolution de problèmes, c'était ça le plus important. Et donc peu à peu, on s'est rodé à cette méthode. Ça fait 9 mois, près d'1 an. On y trouve beaucoup de satisfaction et de respiration. Et avec aussi cette idée clé que c'est ceux qui font qui savent. Et donc, ça nous a aidé aussi à décentraliser les décisions. Et dans cette méthode de résolution de problèmes, de le coller le plus possible aux équipes terrain. Vous vous êtes parlé tous les deux, il y a eu un petit déjeuner benchmarking, peut-être même plusieurs d'ailleurs, parce que Nespresso était à la recherche du geste parfait. Peut-être l'a trouvé d'ailleurs. Ouais, c'est marrant que vous parliez de geste, parce que
on a essayé de trouver chez Nespresso ce qui faisait que, enfin, on a essayé de développer cette culture du service interne parce que on a 1400 collaborateurs en France et on a 900 qui sont en contact direct avec les clients finaux. Donc, soit en boutique, soit sur le terrain commerciaux, soit au centre de relations clients, dans notre centre de relations clients interne. Mais malgré tout, si vous faites le compte, il en reste quelques-uns sur le siège et il fallait faire prendre conscience que dans une société de service, on est une société de service en France, hein, on produit rien. Ouais. On ne produit pas de café, on ne produit pas de machine, donc on est là pour rendre service à des clients. Tous les autres collaborateurs qui n'étaient pas en contact direct avec les clients, ils devaient se mettre au service des autres. C'est pas toujours facile. Et pour faire ça, on a essayé de le symboliser par une sorte de credo interne. On s'est dit que chacun avait finalement des gestes simples à faire, donc avec sans doute des standards. Enfin, on n'est pas très très bon en process, mais en tout cas, ils savent à peu près tout ce qu'ils ont à faire. Mais on leur a expliqué que c'était pas de simples gestes, que chaque geste, il était au service d'un autre et avec une finalité pour le collaborateur qui était en face. Et on appelait ça la quête du geste parfait. Donc on devait tous se mettre en quête de réaliser le geste parfait pour le client final. Avec parenthèse des films magnifiques, très bien réalisés. Alors Myriam, vous n'êtes pas encore exprimée, donc vous êtes la directrice commerciale de venteprivée.com, vous êtes rentrée dans la maison en 2003, puis vous avez changé, directrice, chef d'équipe, directrice du pôle mode et accessoires. Vente privée, c'est fulgurant, l'ascension, l'explosion. Vous travaillez avec 6000 marques, c'est ça ? Oui, plus de 6000 marques. Ouais. Donc, comment sur 40 secteurs d'activité différents. Voilà. Comment s'exprime l'intelligence commerciale chez vous ? J'imagine que c'est une fonction centrale. C'est une fonction centrale parce que vente privée, c'est une stratégie d'offre. En fait, c'est un cercle vertueux qui est basé sur la qualité d'une offre. Or, l'offre est sourcée par les commerciaux, parce que ce sont les commerciaux qui vont cibler les marques partenaires et travailler avec eux pour construire une offre à présenter sur le site. Ils sont combien ? Dans toute l'Europe, 250. Et ensuite, la qualité de cette offre draine du trafic sur le site. La qualité de ce trafic fait que ça transforme, que les gens achètent, et donc on satisfait le besoin des marques, et donc on leur a vendu une solution qui était win-win. Donc en fait, on qualifie notre business model de B2B2C. C'est-à-dire que c'est d'abord une solution B2B d'un point de vue commercial, puisqu'on vend une solution de déstockage, de place dans les entrepôts, de gain de notoriété, enfin quel que soit le besoin de la marque partenaire qui travaille avec nous. Et ensuite, on revient à B2C, parce qu'en fait, c'est la qualité de cette offre qui fait qu'on va satisfaire un consommateur final, qui, lui, va satisfaire la marque, puisqu'on aura résolu son problème de déstockage. Alors, je parlais d'évolution, mais 3 milliards de chiffre d'affaires aujourd'hui, plus de 3 milliards d'ailleurs. Et au début, vous m'avez raconté, on a préparé un peu ce débat, que les clients n'étaient pas rares qui prennent leur voiture pour aller voir si vous existiez vraiment. Alors, moi, je suis arrivée chez Vente Privée, c'était début 2003, donc on se parle un an après l'éclatement de la bulle Internet. Donc, il y avait eu beaucoup d'investisseurs qui avaient été échaudés par le modèle Internet. On se demandait si c'était vrai. Et donc, un petit peu comme dans La Vérité, si je mens, oui, j'ai un directeur commercial d'une marque de sport que je ne nommerai pas, qui a pris sa voiture, avant de signer le contrat, il a pris sa voiture, il est venu donc au 249 avenue du Président Wilson à la Plaine Saint-Denis, parce qu'en plus, c'est un métier qui... on vient du déstockage et à la base, c'est un métier qui a mauvaise presse. Ça a été pendant longtemps considéré comme un métier de margoulin. Donc, il est venu voir s'il y avait effectivement des ordinateurs, des bureaux, un entrepôt, il n'en doutait pas, mais il est venu voir si ces produits n'allaient pas se retrouver sur les marchés, sur le marché Neuilly, ces paires de baskets, plutôt que sur une boutique online. Aujourd'hui, il y a quand même un transfert de pouvoir, non ? De pouvoir, non, vous ne voyez pas les choses comme ça ? Je ne voyais pas les choses comme ça, parce qu'en fait, même si aujourd'hui, effectivement, on représente une certaine taille et on a une solution qui est puissante, dans le secteur, par exemple, du prêt-à-porter, parce qu'on a 40 secteurs d'activité, mais le prêt-à-porter et la mode, qui est notre secteur historique, une entreprise de mode qui est bien gérée, les stocks représentent à peu près 5% de son activité. Donc, on agit sur 5% de son business. D'accord. Donc, pour chacune des entreprises avec lesquelles on travaille, on est tout petit. Le président Jean Muller disait la fonction commerciale, ça m'a étonné d'ailleurs, reste finalement méconnue et elle n'est pas assez valorisée. Et vous dites elle souffre de beaucoup de clichés. Alors oui, parce qu'en fait finalement un commercial c'est aussi bien un vendeur d'encyclopédie, en tout cas c'est le cliché du vendeur d'encyclopédie qui met le pied dans la porte en disant mais si madame je vais vous en vendre une même si vous ne savez pas lire.
que quelqu'un qui vend aujourd'hui des solutions, parce qu'aujourd'hui je crois que notre métier c'est de vendre des solutions et pas des produits, qui vend des solutions qui peuvent valoir plusieurs millions d'euros. Donc, c'est le même titre. Ouais. Et donc ça c'est la première chose. On n'a pas assez travaillé probablement les définitions et les intitulés auprès du grand public. Et la deuxième chose qui dessert un peu notre métier, c'est qu'on est, et ça a été dit dans le clip tout à l'heure, on a un métier qui est à la frontière exacte entre le savoir-faire et le savoir-être. C'est-à-dire c'est autant, il y a la notion on parlait des techniques commerciales, ouais. C'est un métier qui est technique, mais qui est aussi un métier relationnel qu'on choisit. L'intelligence émotionnelle, l'expertise, exactement. La compétence, mais l'intelligence c'est très important. Et l'intelligence émotionnelle, et c'est la capacité à créer du contexte, à avoir de l'empathie aussi pour son interlocuteur, pour pouvoir lui apporter une solution et pas lui coller un truc. Enfin, tout ça. Et ça fait que cette dimension-là, elle est beaucoup plus connue du grand public, avec le côté un commercial, il doit avoir du bagou, il doit, il y a toutes ces notions-là qui sont vécues comme des clichés et où on part du principe que c'est comportemental, que c'est émotionnel, que c'est pas quelque chose qui s'apprend, alors le métier d'ingénieur, par exemple, il est valorisé différemment, en tout cas en France, parce qu'on lui reconnaît des compétences techniques. Absolument. Donc je pense il souffre un petit peu de... Annabelle, ça vous surprend pas ce que vous entendez là? Non, je partage complètement le point de vue. Et comment cette intelligence commerciale est aujourd'hui enseignée aux étudiants, aux jeunes Alors moi j'étais très étonnée, ça fait 10 ans maintenant que je fais de la formation et avant j'ai travaillé en entreprise et j'ai été vraiment étonnée de voir que finalement la place du commercial dans les écoles de commerce avait tendance à chuter d'année en année. Ne séduit plus, ne séduit pas. On séduit pas, on n'est pas connu, on ne sait pas ce que c'est que le commercial et on a malheureusement, effectivement, moi j'ai souvent ce portrait un peu type du commercial avec son petit costume gris bien serré, sa petite mallette et voilà la vision qu'ont les étudiants très souvent. Le marketing sait beaucoup mieux faire que nous, c'est-à-dire que le marketing a une cote de dingue dans les écoles sexy, et le commercial a un vrai travail là-dessus à faire pour se vendre. Et c'est quand même fou que la fonction commerciale ne sache pas se vendre elle-même. Postes à pourvoir. Mais il y en a plus qu'il n'en faut des postes à pourvoir en commercial. Sauf que les étudiants ne sont pas attirés parce qu'ils ont cette mauvaise image. Moi, j'ai fait des petits sondages puisque j'interviens dans des cours. Et aujourd'hui, un étudiant sur 2 dans des filières commerciales, quand on leur dit, commercial, ça vous inspire quoi? Un mini brainstorm. Il y a quand même des mots comme malveillance, pas à l'écoute, centré sur ses objectifs, qui reviennent. Alors, prof de négo, ça me fait un petit peu mal quand j'entends ça. Donc il y a du travail à faire pour changer l'image. Florent, quand vous entendez ça, c'est complètement en décalage avec le terrain, justement. Et puis un mot, je voudrais que vous nous parliez de cette révolution, de cette transition numérique qui a tout changé, sur lequel vous appuyez, et paradoxalement qui redonne beaucoup de sens et de contenu à l'humain. Oui, peut-être un mot sur la fonction commerciale et la reconnaissance de cette fonction commerciale. Moi, de témoigner que dans un groupe comme La Poste, on est passé de l'ombre à la lumière et que vraiment le commercial présent, écouté, reconnu, j'allais dire presque choyé. Donc moi, j'ai vraiment vécu une révolution. Pensez qu'on démarre le COMEX sur ce qu'on a appelé, moi j'ai appelé la parole client, c'est-à-dire que je mets du verbatim client au-dessus de la pile. Des dossiers qui sont faits pour le vendredi soir, embarqués pour discussion le lundi. On a une parole client. Et même si on n'en parle pas, parce que ça ne fait pas l'objet toujours de commentaires, ils ont lu, membres du COMEX, cette parole client. Donc on s'est bien recentré sur le client, ça progresse. Et sur le fait de trouver ou pas des commerciaux, moi je dois dire qu'on n'a qu'un seul point noir, c'est l'Île-de-France. Et je crois que c'est très partagé par nos entreprises. C'est un indice que je regarde beaucoup, c'est notre taux de comblement, parce que je ne veux pas de poste à découvert. On a 2000 commerciaux en France. Tout se passe bien, sauf Île-de-France, où là, il faut un peu être attentif parce qu'on a un peu plus de turnover. Par rapport à votre question, Annie, oui, nous, on vit cette transformation numérique de la vente. On part du constat, ça a été mesuré par de grandes entreprises B2B, que les acheteurs, le client, fait son choix à 60% avant de rencontrer le client. Il y a une étude qui a été faite très bien par IBM qui montre ça.
Et donc, nous, notre challenge, c'est comment être présent dans cette période de temps avant rendez-vous, avant prise de contact. Et ça, d'autant plus que la prise de contact est difficile. On le voit, on n'a plus de téléphone fixe sur les bureaux, on le ressent en tant que commerciaux. Fut un temps, les agendas étaient peu vides, on faisait une après-midi de phoning, c'était reparti, il y avait de la visibilité sur l'agenda. Aujourd'hui, j'ai regardé, 1 heure de phoning, un rendez-vous. Donc, il y a vraiment une interpellation sur comment on rentre en contact avec le client pour créer l'interaction possible qui crée le lead, qui fait le rendez-vous. Et donc, on a mis un peu à plat toute notre organisation. On s'est doté d'un outil qu'on a appelé Score qui nous permet de faire omnicanal. Donc ça a été acquis. On est bien sur tous les canaux. Le client choisit son canal, on réagit, etc. Et là, on était un peu plus loin. C'est de se dire maintenant qu'on a ça, il faut pousser les bons contenus et avoir une interaction avec lui numérique ou écrite, postale, avant de rentrer en contact téléphonique pour un rendez-vous, de lui proposer un rendez-vous par d'autres voies. Et donc, on a regardé sur l'ensemble de notre offre, sur l'ensemble des secteurs, et on lance là depuis quelques mois ce qu'on a appelé des parcours clients. À travers un scoring, on va prendre nos clients qui sont susceptibles d'être les plus infidèles, et on va commencer à leur donner des informations. Un premier mail avec un contenu digital, un deuxième mail avec un renvoi sur un mini-site, un troisième mail mêlé d'un courrier sur une proposition d'offre autour d'un événement marché, etc. Et dès qu'on a de l'interaction, il rebondit, il est sur le site, on a pu chatter avec lui, etc., hop, on l'accroche avec un rendez-vous. Et ce qui fait que les vendeurs au début ils étaient un peu inquiets parce qu'ils se disent mais bon, alors nous on fait quoi, vous nous remplacez? Et très vite ils ont compris qu'en fait, si tout se déroulait bien, on allait être une usine à leads pour eux, leur provoquer des leads, et que la vente se faisait bien avec eux au final et qu'ils étaient là pour closer et faire vraiment leur métier de vente. Mais qu'il y avait du boulot avant parce que voilà, les choses ont changé, le client a changé. Et voilà, on est en train d'opérer cette révolution. Ça nécessite beaucoup d'investissements ici, une bonne base de clients, capacité d'avoir au sein de la direction commerciale des nouveaux métiers comme des data miners qui permettent de faire vraiment du scoring et d'évaluer voilà, à travers des scores l'appétence client ou prospect. Et puis d'être auto-apprenant parce que le rêve est que ça soit en continu, que ce qu'on apprend nous permette de changer nos parcours et que ces parcours évoluent de manière permanente et quasi automatique. Cette arborescence qui nous permet de prendre la main au bon moment au client, s'auto-entretienne le plus possible. On est au tout début, on tâtonne un peu, mais on y croit dur comme fer. Et pour nous, c'est notre petite révolution, transformation numérique de la vente, voilà, qui doit nous permettre d'aller plus loin, plus fort et d'atteindre notre objectif. Juste un mot, si nous, on pivote pas sur nos métiers, si on ne gagne pas le pari des nouveaux services, si on ne continue pas à prendre plus que la croissance colis, si on ne se développe pas sur l'international, on est mort. Donc on est comme un compte à rebours qui fait que tous les jours qui passent, c'est important dans notre pivotement. Et cette approche numérique doit nous aider à tenir nos objectifs et nos promesses de développement pour le groupe La Poste. Julien, un mot sur ce que vous venez. Déjà, je voulais réagir sur l'image qu'a le commercial. Je pense qu'en tant que manager, et je reviens à la révolution relationnelle que je pense qu'on doit tous mener dans les entreprises, on est largement responsable de cette image. Parce que moi, ça fait peu de temps, et puis j'ai changé à mon échelle des petits trucs déjà, mais je vois déjà des changements dans les comportements. Un commercial chez Nespresso, il y a quelques années, il avait des objectifs ultra sclérosés. Tous les mois, on lui avait dit voilà combien tu dois aller chercher de capsules chez des nouveaux clients, voilà combien tu dois aller chercher de capsules sur les clients existants. Il avait quasiment une to-do list, et donc il suivait cette liste. S'il y arrivait, tant mieux. S'il n'y arrivait pas, tant pis. Mais on avait quelque part un petit peu... tant pis pour lui principalement déjà, parce que son variable, il ne l'avait pas, et du coup, pour un commercial, c'est quand même très important. Sauf que du coup, on avait sclérosé, on avait limite atrophié son cerveau. Ça s'appelait d'ailleurs un commercial, t'es attaché commercial, et on a opéré un grand changement déjà RH, complètement changé le mode de rémunération. Maintenant, ils sont objectivés sur leur croissance du secteur. Et du coup, c'est à eux de venir proposer à leurs managers comment ils projettent
la croissance de leur secteur et qu'est-ce qu'ils vont entreprendre comme initiative pour aller chercher cette croissance. Donc on a changé les objectifs, on a changé le nom, on a changé les termes, on les a passés d'agents de maîtrise à cadre, et c'est maintenant des responsables de secteur, et on essaye de faire en sorte que ce soit des mini-entrepreneurs dans leur région qui prennent des initiatives pour aller au contact des boutiques Nespresso quand ils ont la chance d'en avoir une dans leur département, qui créent des événements communs, qui prennent contact avec le technicien, qui prennent contact avec des collègues d'autres commerciaux, d'autres services pour monter des trucs en commun, parce qu'on veut vraiment qu'ils prennent en main leur secteur. Et dans ce cas-là, on sort du commercial qui fait du tap-tap, on passe dans un commercial entrepreneur. Et on pense que cette révolution digitale, technologique qu'on vit, si elle entraîne cette révolution relationnelle et qu'elle donne, qu'on engage vraiment une relation différente avec nos collaborateurs et que nous, en tant que managers, en symétrie de la relation qu'on veut qu'ils aient avec les clients et on a une relation professionnelle et adulte avec eux, qu'on les considère d'égal à égal, du coup, ils vont grandir et s'ils grandissent, leur image va aussi se développer à l'externe. Donc vous les avez libérés en quelque sorte. C'est ce qu'on essaye. Capacité de s'épanouir. C'est ce qu'on essaye, mais c'est en fait quand vous avez une organisation qui historiquement, et puis du coup c'est une évolution naturelle. Je pense que ça aurait pas pu se faire il y a 10 ans. Ouais. Mais oui, on essaye de les libérer, de leur donner. Certains sont plus capables que d'autres. En plus, ça permet de révéler beaucoup mieux les talents, de les libérer, parce que certains ils cherchent finalement à ce qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, et d'autres ils se libèrent là-dedans, ils s'épanouissent et puis ils grandissent beaucoup plus vite. J'avais jamais pensé à ça, attaché commercial, attaché en fait. Ouais. Joli. Ça vous parle cette démarche? Est-ce que chez Vente Privée c'est quelque chose qui s'opère aussi, que vous opérez? Exactement, parce qu'en fait on fait évoluer le bonus système variable tous les ans en fonction effectivement de l'évolution de l'entreprise et ses objectifs, et effectivement on a commencé aussi il y a quelques années à reconnaître ce qui était en fait un objectif de moyen. Quand effectivement on demande à quelqu'un d'aller chercher un nombre de capsules, etc., c'est un objectif de moyen, alors qu'en fait le but final n'est pas celui-là, il est bien la croissance du chiffre d'affaires ou le développement d'un PNL ou de marge ou peu importe. Donc on a également fait évoluer et on continue à faire évoluer tous les ans le bonus système dans ce sens-là, et on est en train de réfléchir aussi à d'autres organisations possibles, parce qu'on est arrivé à une taille où on est tellement gros, où on veut casser un petit peu les grands ensembles. On a été organisé beaucoup par métier et peut-être retravailler sur des BU, plus il y a des secteurs d'activité, pour que les services travaillent ensemble. Parce que pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la mauvaise réputation du commercial en entreprise. Enfin, la mauvaise réputation, entre le cliché en fait, le cliché, mais on en est effectivement, on en est responsable aussi, parce que finalement le commercial c'est le champion du client en interne, et donc il va aller voir la logistique, il va aller voir la finance, il va aller voir tous les services différents, et il va arriver avec une requête, une demande, et il va dire voilà, moi mon objectif c'est ça, et il va pas être assez dans la construction d'objectifs communs, et donc il va y avoir une relation qui va être une relation d'opposition au lieu d'être une relation de co-construction d'une solution pour le client, parce qu'il va se comporter comme le client de ces autres services-là, donc après, parfois avec plus ou moins de diplomatie, et donc il va se retrouver en opposition avec ces services, et en plus en s'énervant en se disant mais attends, on bosse pas dans la même boîte, c'est pas... Et donc ça, je pense que ça joue aussi énormément, alors qu'en fait s'il intègre également les enjeux de la supply, s'il intègre les enjeux de la finance, s'il intègre les enjeux des différents services, et c'est là que la définition d'objectifs d'objectifs co-construits prend tout son sens, alors il va être dans la recherche de solutions pour son client interne. Ouais. Annabelle, cette organisation, ça vous parle? Est-ce que la fonction commerciale est trop isolée et pas assez en synergie avec les autres fonctions d'entreprise? Alors, elle est pourtant centrale, puisque c'est elle qui fait vivre l'entreprise. Par contre, je pense qu'effectivement, cette image relative, on va dire, externe, je pense qu'elle est aussi un petit peu en interne, et c'est tout à fait juste ce que tu dis, et notamment sur un petit peu cette relation marketing-vente qui est quand même très complexe dans l'entreprise, où le commercial est perçu comme le gars qui a les mains dans le cambouis, et c'est tout. Or, le commercial, quand il est face à un client, il doit être capable de répondre à une question marketing, à une question potentiellement juridique, logistique. Donc c'est un vrai, on voit le nom de chef d'orchestre dans le film qui est très juste, mais je crois que c'est même chef d'orchestre, c'est conseiller coach, c'est expert dans plusieurs domaines, il fait face à tout. Et le client, on l'a dit, il est expert, il est de plus en plus volatile, il est international parce qu'il achète au Canada, aux États-Unis, en France, mais au Japon aussi.
Donc quelque part, oui, je pense que la notion de service, aujourd'hui, on n'est plus à vendre un produit. Je pense que ça ne suffit pas parce que votre produit, on le trouve partout ailleurs. Par contre, votre service, votre qualité de service, votre satisfaction client, ça, c'est ce qui est primordial. Et effectivement, quand je rebondis sur les objectifs, je crois que oui, donner un objectif sur le chiffre d'affaires réalisé par le client à un commercial, ça n'a plus de sens. Il faut donner un objectif sur la satisfaction du client. Le client, il a le droit de commander quand il voit son commercial, mais il a le droit de commander aussi par Internet, parce qu'un jour, il n'a pas le temps de vous recevoir, il va faire sa commande sur Internet. C'est pas pour autant que le commercial n'aura pas fait son job. Et ça, il y a un énorme rôle, je pense, du management dans l'entreprise à faire évoluer. Florent ? Oui, moi, juste partager j'ai pu vivre à l'occasion de copier le projet pour des projets qu'on menait pour les clients. J'avais institué 2 règles et je dois dire que ça m'a aidé. La première, c'était tous les producteurs et autres membres SI ou logistique au sens large. On disait, quand vous mettez une difficulté, je veux qu'en même temps que vous la donniez, vous apportiez un choix de solution. Donc, c'était la règle du copil du mardi matin. Et la deuxième, vous ne l'adressez pas à moi, vous vous adressez, et j'avais mis les noms des clients testeurs dans un poster. Donc, à chaque fois que vous me dites quelque chose, vous vous adressez au client. Donc, vous me dites que c'est pas possible. Donc, on est d'accord, c'est ce que je vais dire, ce qu'on va dire ensemble, ce que la Poste dit au client. C'est bien ça, j'ai bien compris. Non, Florent, non, laisse-nous un peu réfléchir, c'est pas comme ça, t'es un peu borné, tu déformes. Ah bon, alors si je déforme, reprécise. Et on repartait en dynamique. Toujours, enfin, c'est une évidence, un peu une porte ouverte, le client au centre des préoccupations, mais tout est fait pour qu'il soit pas au centre des préoccupations, et bon, vous connaissez le système. Donc si nous, on le met pas, et je ne voulais pas, parce qu'en fait, l'idée c'était, on le fait pour toi, Florent. On le fait pour toi. Mais non, vous le faites pas pour moi, vous le faites pour ceux qui sont sur le poster là. Donc, toujours les remettre là-dessus. Parce que le côté je te dépanne, tu me le revaudras, ça c'est épouvantable. Il dépanne la boîte, il travaille pour demain. Donc, ça, je pense que c'est à nous de le mettre en avant et de faire de la pédagogie, parce que tout est fait pour que ça glisse. Vous m'offrez une belle transition. Pardon, travail pour demain. Comment vous imaginez l'évolution de cette intelligence commerciale dans les années qui viennent ? Peut-être Julien ? Pour moi, une des personnes clés dans ce puzzle-là, ça va être le management de proximité. Oui. Parce que du coup, c'est le manager de proximité qui doit adapter son type de management au commercial, lui donner plus de responsabilités. C'est perturbant pour un manager. On en a beaucoup aussi qui passent par le terrain avant, donc ont connu pour lesquels, pour eux, en fait, c'était gagner du pouvoir, de devenir chef. On va gagner de l'information, on va même posséder l'information. Je serai chef parce que j'ai une information que mes commerciaux n'ont pas. Et ça, c'est complètement dépassé, je pense, aujourd'hui dans l'entreprise. Et du coup, réussir à transformer le manager de proximité pour qui donne un peu de son pouvoir à ses équipes, même tout son pouvoir à ses équipes, et qui soit là pour les développer et à les rendre plus forts, pour justement être créatif, être innovant, avoir envie d'aller toujours plus loin dans l'engagement de la relation avec le client. Ça me paraît être une fonction centrale, et c'est je pense, le changement le plus compliqué qu'il va falloir qu'on opère, en tout cas dans les équipes commerciales de Nespresso France. C'est là-dessus qu'on se concentre le plus, en symétrie de ce que tu veux que le commercial donne à ton client. Qu'est-ce que toi, en tant que manager, t'installes comme rituel, quel service tu rends à tes commerciaux pour qu'ils comprennent vraiment l'exemplarité, comment elle se traduit dans les actes, quoi. Myriam ? Oui, non, moi j'ai le sentiment que justement dans la génération qui arrive, dans les millennials, ça va être beaucoup plus facile, parce qu'ils ont déjà cette démarche qui est beaucoup plus holocratique, et ils sont beaucoup moins justement dans ces démarches pyramidales avec cette notion de chef, savoir, pouvoir, information cloisonnée, etc. Et puis de toute façon, on ne recrute même plus de gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette génération-là, elle regarde des projets d'entreprise avant de regarder leur chiffre d'affaires. Elle regarde leurs projets, elles veulent des boîtes qui ont du sens, ils veulent savoir pourquoi ils se lèvent le matin. Ils sont vraiment encore dans une autre dynamique. Donc, ça, c'est les commerciaux, les managers de ces gens-là. Oui, mais là, on va arriver dans des managers de millennials, on y arrive là. Moi, je partage vraiment le fait que ça va jouer localement, plus près des terrains, et que de ce point de vue-là, la fonction de manager est absolument clé. Donc, je rejoins parfaitement ce qui est dit. Et l'autre chose, moi, qui me frappe, c'est la notion clé des interlocuteurs qu'on peut avoir chez les clients. Moi, c'est un cheval de bataille que j'ai auprès des équipes de vente en ce moment.
Ils me disent, on est bien introduit chez tel ou tel client. Mais encore, mais tu connais qui? Tu as le 06 de tout le monde, tu sais ce qu'ils font, ce qui les intéresse. Si tu as un budget limité pour les inviter à telle ou telle manifestation, tu les invites à quoi? Tu les connais, tu connais leur goût, c'est rugby, c'est foot, c'est opéra? Ah bah non, pas tout à fait, etc. Et je pense que dans un monde où la pression peut être forte, où on zappe, où c'est difficile, où il y a de la pression, moi, je rencontre vraiment régulièrement des clients sous pression, hein, des acheteurs sous pression. Hein, la qualité de la relation, cette relation aussi un peu sur la durée, le respect qu'on peut avoir dans cette relation pour traverser aussi des coups forts, des coups durs entre clients et fournisseurs, bah, je pense qu'elle est clé. Et que ça, bah, c'est vieux comme les cavernes, mais ça aura encore plus de poids. Voilà, ça va jouer aussi là-dessus. Et donc ce relationnel et cet intérêt à l'autre, cette empathie qu'on doit avoir. Voilà, moi, ils se souviennent de quoi les commerciaux quand ils quittent leur job? Ils ne se souviennent pas des chiffres. Ils sont battus pour des dossiers parfois à 3-4 millions qui étaient leurs dossiers de leur vie. Ils ne s'en souviennent plus. Ils se souviennent de belles histoires et de visages. Et de belles histoires de clients. Il était vraiment en difficulté. Cette campagne, elle a permis de relancer sa boîte. Et puis après, il a fait autre chose, etc. Et j'étais là à ce moment-là, on l'a vécu ensemble. C'est ça qu'ils se souviennent. Et pour ça, il faut avoir cette intimité-là. Une opération qui réussit, un client qui rappelle en disant « faut qu'on fête ça ». Merci, il faut qu'on fête ça parce que votre mailing, il a cassé la baraque et il m'a permis de sauver un pisciniste qui rappelle un gars pour lui dire ça. Et bien ce gars-là, il a été payé et puis il vit quelque chose de fort. Et il le vit par son relationnel, au-delà même de l'offre. Donc je pense que voilà, ça se joue là aussi. Annabelle ? Je suis complètement d'accord. Moi, je vais prendre une image dans la restauration. C'est-à-dire que si vous passez une formidable soirée avec des amis dans un resto où on a été très sympa avec vous, on vous a bien accueilli, on vous a bien servi, le repas, il n'était pas exceptionnel. Mais quelque part, un an après, vous vous souviendrez de cette super soirée que vous avez passée. Et je rejoins complètement le fait que le relationnel, ça me semble être quand même toujours l'avenir du métier commercial de demain. Et moi, je rajouterais peut-être une petite dose d'innovation et de créativité qui me semble nécessaire parce qu'on est dans un monde où on a tout, où tout existe, où il faut trouver le petit truc en plus qui va attirer notre client. Et donc voilà, cette dose d'innovation et de créativité, je la rajoute sur le relationnel. Alors on est presque arrivé au terme de notre débat, ça passait très vite avec vous quatre. Avant de se quitter, j'aimerais savoir, par curiosité, quel a été le plus gros challenge dans votre vie, sur votre parcours professionnel, Myriam ? Ça va être compliqué d'en choisir un, parce que j'ai eu plein d'étapes qui ont été assez extraordinaires. Forcément, l'aventure vente privée, ça a été énorme, mais c'est compliqué de choisir un challenge parce qu'il y a eu beaucoup de premières fois en fait avec vente privée. Un seul, quand même, il faut choisir quand même. Je vous laisse le temps de réfléchir. C'est Julien. Ouais, je vais réfléchir. Julien a l'air de savoir. Non plus. Déjà pour moi, challenge, ça évoque plutôt des choses positives. Donc de quelle expérience je suis la plus fière, c'est sans doute celle que je suis en train de vivre actuellement, parce que le challenge des grandes équipes, en fait, d'être capable d'essayer de changer une culture, une façon de faire, d'essayer d'instaurer le changement, enfin en tout cas de mettre une petite empreinte sur quelque chose qui, je l'espère, va durer. Ça c'est le quelque présent, chose d'assez joli. L'énergie est là. Florent ? Moi, c'est une expérience récente qui est la direction générale d'une des filiales du groupe La Poste, qui est Mediapost, qui a été quelques années intenses. Et puis, je pense que dans 1 an ou 2, ça sera la transformation de la direction commerciale. Donc, l'expérience que je suis en train de vivre là, qui est tout à fait passionnante. Annabelle ? Moi, je garde toujours en tête mes années de responsable compte clé en grande distribution. J'ai vu qu'il y avait un monsieur d'Inter ici. Année stressante, j'imagine. Voilà, il est terrible. Voilà, la distribution a une terrible réputation. Et voilà, mes premières négociations, quand vous savez que vous partez et que potentiellement vous représentez un client, c'est 20% potentiel du chiffre d'affaires de l'entreprise dans laquelle j'étais, que ce ne sont pas des clients faciles. Pression. Il y a une pression énorme, mais derrière, il y a une telle satisfaction. Et c'est ça qui est beau dans le métier de commercial et qu'il faut réussir, je pense, à faire passer. C'est que c'est un métier qui est plein d'émotions, qui est plein de richesses humaines, et qu'effectivement, je me souviens absolument pas de combien j'ai négocié une coopération commerciale, mais je me souviens de tel acheteur que j'avais trouvé sympa et j'étais contente d'y aller malgré tout. Wilkinson, DPH. Myriam, je reviens vers vous pour conclure. Je vais parler à votre place. Non, mais je vais prendre. Je vais parler à votre place. C'est à Dallas.
Ouais, c'est Dallas. Voilà, on va Dallas, monter un numéro de télépathie. Mes premières amours, en fait, donc j'ai démarré ma carrière, j'exportais des spiritueux français, enfin je les importais aux États-Unis, et je me suis retrouvée à Dallas, au Texas, donc j'avais 22 ans, et je faisais à la fois du sell-in et du sell-out. Et donc je faisais du sell-in à des grossistes qui avaient des forces de vente, des commerciaux que j'accompagnais sur le terrain. Donc des commerciaux texans qui avaient entre 50 et 60 ans et qui m'ont vu arriver 22 ans, toute fraîche, toute gentille, etc. et qui se sont dit, ça là, on va en faire qu'une bouchée. Et donc, au début, ils m'ont dit, écoute, je buvais de l'alcool avant que tu naisses. C'était pas faux. mais peut-être pas du cognac, avez-vous? Et effectivement, ils buvaient du bourbon, du cognac. Et donc là, il a fallu acquérir ma légitimité. Ouais. Et donc, on apprend là, non? Et donc là, je les ai pris en séminaire et je leur ai expliqué les crus de cognac, etc. Et donc, on a commencé à parler du raisin. Et puis à la fin, ils m'ont dit, OK, tu m'as appris un truc. Donc, super. On peut les applaudir. Chapeau pour leur engagement. Hein. Merci infiniment tous les quatre d'avoir partagé votre expertise si spontanément. Et je repasse la parole à François. François Doux. Jean Muller, un mot de conclusion. D'habitude, il saute tout seul. J'attendais ton accord. On prend celui-là. Quelques éléments de retour et de réflexion. D'abord, Annie, merci. Plaisir. J'espère que vous avez pris du plaisir, en tout cas. Énorme. Nous, on vous réinvitera. Enfin, on a beaucoup d'autres opérations. Et puis, merci vraiment à vous quatre, parce que là, vous avez, et c'est très sincère, vous avez les meilleurs experts, les meilleurs spécialistes dans des secteurs d'activité extrêmement différents, et ils sont tous au cœur de la performance. Non, je me disais deux choses. La première, en résonance avec ce qu'on a vu ce matin, vous imaginez quelle est notre responsabilité aujourd'hui. Notre responsabilité, mais d'un point de vue positif, quel est notre challenge et ô combien il est enthousiasmant. Puisque notre rôle à nous, DCF, c'est justement d'expliquer, aussi bien ça va être difficile que ce qui nous a été développé sur ce plateau, c'est à quel point notre fonction elle est en transformation et elle est essentielle et elle est pleine d'opportunités et en tout cas de nature à recruter les meilleurs talents et tout ça au service de la performance de nos entreprises. Et on a une responsabilité, c'est la perception de notre métier. Alors, juste une remarque, c'est vrai qu'on peut changer les titres, mais je me dis quand même que les Américains, les Anglo-Saxons, sales, ça leur fait jamais peur. On est Head of Sales, on est Chief Sales Officer, et ça ne pose aucun problème de réputation et de renommée. Bon, cela étant, c'est un constat, mais que notre vraie responsabilité, c'est celle-là. Et on en est, et vous l'avez tous dit, on en est responsable. C'est la perception de notre métier au sein des organisations, au sein des entreprises, avec le milieu enseignant, le milieu universitaire, et je dirais toutes les parties prenantes, les parents, les étudiants, les journalistes, les médias. C'est ça notre responsabilité. Moi, ma toute modeste petite victoire personnelle, c'est d'avoir fait changer la perception de la fonction commerciale au sein d'une entreprise comme JC Decaux. Voilà. Et c'est notre responsabilité dans nos entreprises, dans nos associations, avec nos cercles de décision. Et on a pour ça, aujourd'hui, le témoignage d'experts. Cette table ronde, avec votre accord, elle a été enregistrée. Si vous nous autorisez à la diffuser dans les écoles, auprès des étudiants, dans nos associations en matière de perspective. Et puis on a, pour rebondir sur nos projets, on a, chère Annabelle, un challenge exceptionnel. C'est celui de réintroduire, parce que tout ça ne dépend que de nous finalement. Tout ce que vous avez exprimé ne dépend que de nous. La perception de la fonction, la pédagogie, l'explication, l'entreprise libérée. Le thème de notre prochain congrès, c'est la métamorphose du management. Il faut que nous, les commerciaux, on soit à la pointe de l'innovation commerciale et qu'on explique que toute cette révolution managériale que vous avez évoquée au travers de l'entreprise libérée, de la façon dont on doit repenser nos modes de management, nos modes de hiérarchie, nos modes de co-construction, nos modes de collaboration, tout ça, on va l'évoquer dans notre congrès. Et on va montrer que c'est la fonction commerciale qui, dans l'entreprise, est à la pointe de cette innovation managériale. Donc on a tous les outils, on a tout pour réussir ce changement de perception, qui est le plus difficile. Parce que le challenge marketing, c'est de changer la perception des marques. Nous, c'est notre challenge personnel. Et avec le M Lyon, j'espère, on aura cette opportunité d'expliquer la prospective et d'expliquer en quoi notre fonction elle est en transformation, elle est pleine d'opportunités. Merci Jean Muller, on n'a plus le temps. Merci à vous.